Connaissez-vous Nebula? À moins que vous soyez friand du YouTube anglophone, il y a de fortes chances que non. Alors, dans ce nouvel épisode du Cinéma est partout, nous allons explorer comment fonctionne cette plateforme, pas comme les autres. Nebula est une plateforme de streaming comme il en a fleuri des dizaines lors de ces dernières années. Elle fait partie de ces toutes petites plateformes qui sont restées sagement sous les radars lorsqu'a sévi la déjà bien oubliée guerre du streaming. Rappelez-vous de cette époque pas si lointaine où les géants du secteur jetaient des milliards de dollars dans des plateformes, se coupant de leur propre source de revenus au cinéma, avant de monter tous les 3 mois les tarifs de leurs services, puis d'introduire de la publicité, pour aujourd'hui, finalement, faire de la télévision, comme il y a 30 ans. Par rapport au mastodonte actuel, Nebula est donc une toute petite plateforme. Et d'après toutes les prédictions des Nostradamus de l'audiovisuel, elle aurait dû disparaître, écrasée par les géants du streaming. Et pourtant, elle est bien là. Et tout, de son contenu à son business model, mérite qu'on s'y attarde. Alors, on va s'y attarder. À première vue, pour le consommateur, la proposition de Nebula n'est pas très attrayante. Retrouvez les vidéos de ses youtubeurs préférés, sans pub, sans sponsoring, ainsi que des contenus exclusifs de ces mêmes youtubeurs, tout cela pour $6 par mois ou $60 par an. Payer pour un contenu déjà disponible, gratuitement, sur YouTube, voilà un étrange business model. Sauf que cette réflexion ne prend pas en compte 2 points. D'abord, les publicités sur YouTube deviennent une plaie qui rappelle les pires heures de la télé commerciale, tant la filiale de Google cherche à optimiser ses revenus et à pousser les consommateurs à souscrire à son propre abonnement, à $10 par mois. Ensuite, tout le monde sait bien que les revenus que touchent les youtubeurs dans la manne publicitaire de YouTube ne suffisent pas à se professionnaliser. D'où les appels constants aux dons, les sponsorings de vidéos, la migration vers Twitch, ou pire, les logiques à la MrBeast et autres vidéos fits and fun, qui n'ont d'autre but que d'optimiser le revenu publicitaire. Et là, à terme, c'est la création vidéo qui en pâtit. Dans cette optique-là, la proposition de Nebula prend tout de suite un petit peu plus de sens. En un seul abonnement, le consommateur fait coup triple. Il se débarrasse des pubs, à moindre coût qu'avec l'abonnement YouTube, il soutient non pas un, mais un ensemble de ses créateurs favoris, et il s'assure que ceux-ci peuvent continuer à produire du contenu de qualité. Mais justement, quel est l'intérêt du côté des créateurs? Qu'est-ce qui pourrait les inciter à rejoindre la plateforme? L'argent, bien sûr. Même si, il ne faut pas se leurrer, ce genre de plateforme ne leur assurera pas un revenu stable, juste un appoint dans leur source de revenus, ce qui n'est pas négligeable. Mais ils doivent encore s'appuyer en grande partie sur les revenus provenant de YouTube et de ses dérivés. Et donc, comme ils doivent continuer à produire des vidéos sur la plateforme de Google, ça assure en retour à Nebula un approvisionnement constant en nouveaux contenus. À côté de cela, l'argument phare pour les créateurs, c'est le contrôle. Ici, pas besoin de courir derrière les derniers changements de l'algorithme, de s'interroger sur la couleur de fond de son thumbnail, ou de copier ce qu'a fait la chaîne d'à côté pour percer. Si les gens sont sur Nebula, c'est pour voir des vidéos de créateurs précis, pas ceux proposés par l'algorithme de YouTube. Et c'est ici qu'il faut se pencher un tout petit peu plus sur le business model de Nebula et son historique. Parce que Nebula, et la société qui la chapeaute, ce n'est pas simplement une plateforme, c'est aussi une agence. Son créateur, Dave Wiskus, a d'abord été, et est toujours, un agent de créateurs de contenu, qui les représente dans les négociations avec de futurs sponsors. À la création de Nebula, il a réuni ses clients et leur a proposé la chose suivante. Une plateforme de streaming, possédée et gérée en commun. Alors soyons clairs, on est aux États-Unis, on ne parle pas de coopérative, mais l'esprit y est quand même. Chaque nouvel entrant prend des parts dans l'entreprise et a droit à la distribution des recettes. Cette distribution, parlons-en. Même si elle n'a pas été révélée dans ses moindres détails, elle est néanmoins assez clairement relatée dans la documentation du site. La société mère de Nebula, Standard, garde 50% des recettes, qui servent à financer le personnel, en ce compris du personnel de création de contenu, comme des monteurs, des créateurs de modèles 3D, des motion designers, mais aussi des développeurs et le personnel de marketing. Les 50% restants reviennent aux créateurs eux-mêmes. Comment sont répartis ces 50%? Semble-t-il de 2 manières. La première est liée au temps de visionnage.
au plus les vidéos d'un créateur ou d'une créatrice donnée sont regardées, au plus son compte est crédité. La seconde est un système classique d'affiliation. Le recrutement de nouveaux abonnés se fait par sponsoring des vidéos que les créateurs postent sur YouTube. Ou, comme on en a l'habitude maintenant, chacun d'entre eux a un code personnel qui donne droit à une réduction substantielle sur l'abonnement annuel. Pour chaque nouvel abonné apporté par l'un des créateurs, son compte est crédité d'une partie des revenus. Et là, vous vous dites sans doute, mais qu'est-ce que ça veut dire son compte est crédité ? Eh bien, il semblerait que Nebula fonctionne un peu comme les comptes producteurs qui existent au CNC ou dans notre centre du cinéma en Belgique. À savoir que les recettes qui sont générées par les créateurs ne leur reviennent pas directement, mais alimentent un compte dans lequel ils peuvent puiser pour financer leurs futures créations. Pour autant que ce soit des créations originales pour la plateforme. Ces contenus originaux peuvent prendre plusieurs formes. Soit il s'agit carrément de concepts propres à la plateforme, comme cette sorte de jeu de cache-cache autour du monde, Jetlag, développé par Wendover Productions, 4,7 millions d'abonnés sur YouTube, ou encore cette histoire des plus grandes villes du monde, par City Beautiful, 707 000 abonnés. Cela peut être aussi des versions allongées des vidéos qu'ils ont créées sur YouTube, voire même des vidéos complémentaires, comme le fait régulièrement Patrick Willems, 540 000 abonnés. Mais cela peut aussi être de la pure création. Nebula a ainsi déjà produit des documentaires d'investigation, des courts-métrages et même une pièce de théâtre. Tous ces contenus dont Nebula a la propriété, comme un peu toutes les plateformes de streaming actuelles. Mais cela veut aussi dire qu'elle est en possession de contenus qu'elle peut aisément revendre ou exploiter. Dans ce cas, elle agit plutôt comme une société de production classique. Ainsi, la pièce de théâtre a bien sûr été exploitée sur scène avant d'être disponible en captation sur Nebula. Et on pourrait aisément se dire que des séries limitées créées pour la plateforme puissent se vendre à d'autres diffuseurs, créant ainsi une nouvelle source de revenus pour Nebula et donc pour ses auteurs. Bon, tout cela est bien beau, mais est-ce que ça marche ? À en croire les chiffres donnés par Nebula, plutôt bien, oui. Les chiffres qu'ils ont communiqués pour 2023, ceux de 2024 ne sont pas encore disponibles, fait état de 680 000 abonnés. Ce qui doit leur donner un chiffre d'affaires annuel tournant autour des 10 à 15 millions de dollars. Tout cela avec une centaine de membres, qui se partagent donc une somme assez conséquente. Sans compter bien sûr les recettes du sponsoring que fait Nebula sur les chaînes de ses membres, et par les clients que la société mère leur apporte. Et sans compter non plus les économies de la mutualisation des outils de production. En clair, Nebula, petite plateforme discrète, semble avoir trouvé un modèle commercial qui permet à ses créateurs de se professionnaliser et se développer tout en gardant leur autonomie. Bien sûr, il y a quelques petits nuages au-dessus de cette belle histoire. Nebula reste totalement dépendante de YouTube et du succès de ses créateurs sur cette plateforme, ce qui n'est jamais garanti. Et la plateforme a réussi à se développer à un moment propice, à savoir la crise du Covid. À quel point ce petit coup de pouce du destin a été déterminant dans son développement. Difficile à dire. Enfin, elle atteint cette masse critique enviable grâce à un partenariat avec une autre plateforme, Curiosity Stream. Partenariat qui est aujourd'hui terminé. À l'avantage de Nebula, semble-t-il, puisque c'est aujourd'hui la société derrière Curiosity Stream qui est en grande difficulté, mais les chiffres de 2024, première année pleine où la plateforme n'a plus été proposée en bundle, pourra dire si sa croissance insolente lors des 4 premières années d'existence sera confirmée. Quoi qu'il en soit, la formule de Nebula est un exemple intéressant du développement d'un modèle audiovisuel indépendant, exclusivement financé par ses abonnements et à grande échelle. Dans nos pays, ce sont des modèles qui existent par ailleurs, notamment dans l'offre de presse. On songe à des médias comme Mediapart, Blast ou tant d'autres encore. Mais pas encore pour de la création audiovisuelle, en dehors d'initiatives ponctuelles de crowdfunding comme Nexus 6 ou le chroniqueur politique Usul, ou encore des plateformes très particulières comme le site Osons Causer. Peut-être qu'il y a là une opportunité pour développer une nouvelle filière de production audiovisuelle. Encore faudrait-il, chez les créateurs, une envie de se fédérer autour d'un projet avant tout économique. Et ça, ce n'est pas le plus simple. À la prochaine fois.